Super. Eh bien, on continue cette matinée pour les 10e dialogues de l'inclusion et de la RSE. Je suis ravie d'être à côté de mon confrère, où nous allons parler d'un thème qui nous fascine tous. C'est quand même la communication et l'information responsable. Quels sont les meilleurs leviers? Maxime Daridan, vous êtes responsable du pluralisme des relations avec le CSA chez Altis Média. Et durant 1h15, avec vos intervenants, vous allez aborder la communication comme outil pour retisser une confiance avec les marques. Vous avez également parlé du rôle spécifique pour les entreprises avec les communications. Vous allez également parler de la crise comme un accélérateur de cette prise de conscience. Quelle efficacité au final? Et surtout, pour clôturer cette table ronde, vous allez parler des initiatives permettant d'accompagner ce mouvement. Je vous souhaite une très belle table ronde. Merci Cyrielle. Alors nous sommes accompagnés aujourd'hui d'Agathe Bousquet, présidente de Publicis France, de Rolf Heinz, président de Prisma Media, Caroline Barbery, CFO de TIDS. Nous sommes également accompagnés de Jean-Luc Chitrit, directeur général de l'Union des marques, Marianne Siproudis, qui est à la fois directrice de la communication de France Télévisions et directrice de la régie pub de France Télévisions, ainsi que par Gabriel Joseph Dezès, rédacteur en chef de Harvard Review Business France et de National Geographic. La première question, du coup, pour ouvrir et définir le thème de cette table ronde sera pour Jean-Luc Chitrit, avec une étude qui a été menée par l'Union des marques, permettant de savoir, à l'issue ou presque à l'issue de cette crise, qu'est-ce que les consommateurs, citoyens, en arrivent à attendre de leur marque aujourd'hui, pour ensuite voir en quoi ça concerne plus particulièrement les entreprises de communication. Oui, merci Maxime. Je vais essayer en effet de partager les résultats à la fois d'une étude que l'Union des marques a commandée à Kantar, que nous avons publiée il y a maintenant quelques semaines, et puis les résultats aussi, je pense, très intéressants d'une étude qu'a publiée Greenflex il y a quelques jours, là aussi sur les attentes des Français par rapport aux marques. Et ces attentes, je trouve que c'est assez intéressant de les repositionner comme ça, elles sont de deux natures. Il y a deux enjeux pour eux. Des enjeux environnementaux, on en parle souvent et c'est presque le cœur de toutes les conversations ces dernières semaines, mais les enjeux sociétaux et le dialogue de l'inclusion de la RSE, je trouve, traite bien aussi de cette question. Les enjeux sociétaux sont au cœur et au fond, les deux sont liés. Et l'étude Greenflex a cette capacité à démontrer que 8 Français sur 10 désormais considère que pour avancer sur les sujets environnementaux, il va falloir que les marques avancent et que la société avance sur les inégalités économiques et sociétales. Très simplement, comment peut-on s'engager dans la transition écologique? Comment peut-on changer son comportement, ses achats, si on n'en a pas les capacités économiques? Donc si on ne donne pas aux Français la capacité de pouvoir acheter différemment. Et puis si on n'a pas cette éducation, cette formation aussi sur ces sujets. Alors ça, c'est le premier point que je retiens, la nécessité d'avancer sur deux fronts et pas un seul. Les fronts de l'engagement environnemental, mais aussi sur les sujets de société et la diversité en est un, évidemment. Deuxième point important, je pense qu'on a tous, on se considère tous partie de la solution, mais on est quand même tous partie du problème aussi. Et là aussi, toutes les études tendent à montrer que les Français considèrent encore, malheureusement, la communication et les marques comme un problème. La communication est considérée comme omniprésente, parfois manipulatrice, trompeuse, répétitive. Ce sont des travers qui apparaissent depuis de nombreuses années, qui sont toujours là, même si la situation de crise que nous avons connue depuis un an a changé un tout petit peu la donne. Pourquoi? Parce que les marques, on l'a vu d'ailleurs, ont communiqué beaucoup dans des dimensions d'utilité, d'information, de services, de protection. Et cette dimension protection des marques a permis de regagner quelques points de confiance. Et désormais, alors que la confiance dans les grandes marques avait chuté en 10 ans d'environ de moitié, c'est-à-dire on était à 27% de confiance l'année dernière, eh bien pour la première fois depuis 10 ans, elle remonte. Et on regagne 4 points de confiance. Je pense que ça, c'est le fruit du travail qui a été mené par les marques pour vraiment se mettre en protection et au service des Français. Et enfin, pour terminer sur votre question, pas être trop long, même s'il y a évidemment beaucoup d'informations, mais je voulais évidemment partager les points d'attente, d'attention particulière des Français qui ressortent aussi de cette étude que nous avons réalisée. Les attentes, c'est des attentes de transparence, de sincérité. Au fond, il y a un discours qui est devenu de plus en plus responsable de la part des marques, mais il faut les preuves de ce discours.
Et il y a une inquiétude, voire même parfois une préoccupation des Français qui considèrent qu'il y a beaucoup de discours, mais il n'y a pas assez de preuves de ces discours et il n'y a pas assez d'actes. Donc il faut arriver à mettre les actes en liaison avec le discours. Et enfin, quand on le fait, donc ça c'est la bonne nouvelle, c'est quand on le fait, quand on a cette représentation de la diversité de la société et un engagement vraiment responsable à impact, eh bien ça marche. Parce que là aussi, l'étude montre qu'on peut gagner quand on fait et on fait savoir comme il faut. On gagne 7 points de confiance sur ces publics sur lesquels on a su communiquer et on gagne plus de 20 points de chiffre d'affaires. Ça veut dire que la communication responsable, elle est efficace et elle est efficace durablement. Mais elle n'est pas gagnée. Je pense qu'on aura l'occasion tous ensemble de voir comment nous pouvons réellement faire en sorte que ça devienne une pratique et pas une pratique simplement en surface, mais profonde dans notre façon de travailler. Voilà, pardon Maxime, j'ai peut-être été un peu long, mais je voulais juste poser quelques-uns de ces sujets. Alors moi, j'ai envie de rebondir, parce que presque pour dire que Jean-Luc Chétris a tout dit, puisque tu viens de me tendre le micro. Je trouve qu'on a vécu un moment exceptionnel avec cette crise, évidemment, notamment d'un point de vue du marketing et des marques, puisqu'elles ont eu une opportunité incroyable de montrer leur utilité, alors qu'on pensait que les marques, finalement, pouvaient s'en désintéresser. En réalité, je pense que ça a été un moment pour elles de dire de leur côté, leur caractère essentiel et leur engagement. Ce moment-là a permis d'accélérer une tendance qui était déjà là, qui était déjà à l'ordre du jour des entreprises, qui était quelle est ma part d'engagement, comment est-ce que je dis le rôle que je veux jouer dans la société. Et là, il y a eu une espèce d'accélération de ça. Ça donne aussi, et tu le dis très bien, d'une certaine manière, une certaine forme de devoir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait maintenant ? Parce que ça monte en termes de confiance, mais comment est-ce qu'on le fait bien ? Comment est-ce qu'on le fait de manière en responsabilité ? Comment est-ce qu'on donne des bonnes preuves de ça ? Comment est-ce qu'on est sincère, authentique ? Comment est-ce que finalement, on n'abuse pas de ce regain de confiance en les marques, mais au contraire, on l'entretient parce qu'elles ont, et nos agences aussi, aux côtés des marques, on a un rôle à jouer extraordinaire en termes de communication pour être, en effet, du bon côté de l'histoire, d'une certaine manière, à la fois dans notre capacité à être un allié des transitions sociétales, écologiques, de promouvoir les bons usages, promouvoir les bons services, valoriser plus de bio, enfin bon, valoriser plus de diversité, plus d'inclusion, enfin tous les sujets qui nous tiennent à cœur quand on fait de la communication, on va dire engagée, et être capable aussi de le fabriquer mieux. Je suis en train de travailler avec Arnaud Leroy, le patron de l'ADEME, sur un rapport qui concerne la communication, la publicité responsable. Un des grands enjeux, c'est évidemment de mieux mesurer nos impacts, de faire plus d'éco-production, de plus d'éco-conception. Donc c'est à la fois comment est-ce que nos marques et nos agences et tout le secteur de la communication est plus responsable en tant qu'acteur de la transition, et à la fois aussi un meilleur allié dans la promotion des bons usages et des bons services dans la communication. Tout ça, c'est là où l'étude est hyper intéressante. On le voit bien, c'est à la fois une intention qu'on doit mettre dans ce qu'on fait. Voilà, il faut avoir l'intention, tous collectivement, de faire mieux les choses. C'est beaucoup de travail, parce que tu parlais de preuves, et c'est vrai que souvent, il faut aligner la communication, la publicité, les messages avec aussi une réalité. Donc il y a un alignement et souvent un investissement, évidemment, de l'entreprise. Donc c'est beaucoup de boulot. Et puis, c'est de l'argent. Et je compare parfois l'accélération et la révolution de responsabilité dans laquelle on est à celle du digital il y a 20 ou 25 ans, où là aussi, il fallait avoir une intention stratégique de se transformer, beaucoup de travail et beaucoup d'investissements financiers. Et cette responsabilité, l'inclusion, la RSE, la transition écologique, tout ça pour les marques, c'est aussi beaucoup d'investissements en temps, en mesure, en éco-conception, en innovation, en service. Et c'est ce chemin sur lequel on est. Et d'une certaine manière, c'est très réjouissant de savoir que dans cette crise où on a tous énormément souffert, il en sort quelque chose qui, d'une certaine manière, nous donne, là encore, une opportunité. Merci beaucoup. Du coup, durant toute cette crise, face à un effort qui a été fait en matière de communication responsable pour justement apporter plus de sens, il y a eu aussi un énorme travail qui a été fait sur le plan de l'information pour apporter justement une démarche beaucoup plus pédagogique. Et c'est justement le plan sur lequel se situe Harvard Business Review France, Gabriel, puisque c'est ce que vous faites au quotidien, en fait. Merci, oui, Maxime. En fait, en vous écoutant, moi, je pense toujours à une chose... Puisqu'on est dans un atelier sur la raison d'être. Et la raison d'être, c'est toute entreprise, toute marque doit se poser cette question. Quelle est la valeur que nous apportons à nos clients qui les motive à nous payer ?
Et Harvard Business Review a une aventure assez singulière, parce que la revue est américaine à l'origine, elle fête ses 100 ans l'an prochain, 100 ans. Donc c'est une marque qui a résisté à l'usure, très important, parce qu'on peut détruire une marque très très vite, en très très peu de temps, surtout avec les réseaux sociaux évidemment. Et Harvard Business Review fête l'an prochain ses 8 ans. On l'a lancé avec Rolf Heinz, qui est président de Prisma Media. C'est une licence de Prisma, comme National Geographic, dont je m'occupe également. Je vais vous citer quelque chose d'un peu amusant, mais qui renvoie à notre débat sur la marque. Puisque je parlais de notion de valeur. Je suis un journaliste qui parle de marketing. Je vais vous étonner, je vais citer Theodore Levitt, qui était un grand prof de marketing de l'Harvard Business School, qui a écrit un article fondateur qui s'appelait « La myopie du marketing ». Et dans sa carrière, un jour, on lui dit « Écoute, on a un problème, on a une feuille de chou là, qui s'appelle Harvard Business Review, on n'en vend pas. Alors tu vas être rédacteur en chef. » Donc, 1985, il est nommé rédacteur en chef. Ça va durer 4 ans. Et à l'américaine, il arrive, il dit « On a 2 problèmes. Le premier, cette revue est écrite par des gens qui ne savent pas écrire, à destination de gens qui n'aiment pas lire. » Ça, c'est le premier problème. Et puis, le deuxième problème, c'est qu'on donne des conseils, mais nous, on ne gagne pas d'argent. Alors, il va falloir qu'on réussisse les 2 choses. Sur le premier point, le point éditorial. Et ça n'a pas changé, ça s'est amélioré. Et on fait un bel objet, c'est important. C'est très important de faire un bel objet. Regardez, on a fait un truc sur la raison d'être, il est magnifique. Merci Rolf, on a un très très beau papier. Très très beau. Très important le papier. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ils ont mis au milieu de ces profs qui écrivent des papiers académiques, qui sont très importants. Il y a aussi des théories qui sont parues dans HBR, qui évidemment sont nulles et non avenues, mais en revanche, ils ont mis au milieu une catégorie de gens qui s'appellent des journalistes. Des gens qui savent écrire, en tout cas. Et aux États-Unis, alors, ils ont monté ça à un niveau incroyable. Il y a des top éditeurs, il y a tout ce qu'on veut. Et puis, d'autres gens qui s'appellent des graphistes, des photographes et tout. Donc, ils ont fait d'une feuille de chou LED quelque chose de beau. Vraiment très, très beau. Du coup, ça marche très, très bien aux États-Unis. Et puis après, ils ont suivi le mouvement du digital, etc. Et en France, nous, on a eu aussi, je vais vous raconter, je pense que je peux le révéler, comme on était avec Rolf, on ne savait pas si on en vendrait beaucoup. On s'est dit, on va monter le prix, on va faire comme les Américains. Et donc, il s'est passé un effet inverse. On en a vendu beaucoup et beaucoup en kiosque. Alors, on a quand même passé la crise du Covid. C'était mieux avant, quand même. Je peux vous préciser, parce qu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires qui l'achètent dans les kiosques. Puis, on a eu un deuxième problème. On ne comprenait pas pourquoi on en vendait autant dans les kiosques. Alors, on a fait une enquête au doigt mouillé, c'est la suivante. En fait, les gens, ils demandent des notes de frais. J'ai demandé à des kiosquiers, Rolf. Ils demandent des notes de frais. Donc, on en vend beaucoup dans les aéroports. Voilà. Donc, l'information responsable, pour moi, c'est ça. C'est de faire une revue qui soit, quelle que soit, parce que et Rolf parlera des différentes revues du groupe, quelle qu'elle soit, un article, on doit pouvoir le lire du début à la fin sans lever le doigt en disant là, j'ai pas compris. C'est ça. Et c'est là où il y a. Et je suis ravi de savoir qu'une marque, et moi je dis marque, HBR, c'est une très belle marque, on y fait très très attention. On fait attention de ne pas la rayer. Attention, c'est comme une belle voiture. Attention. Et je suis très très protégé de ce point de vue chez Prisma. Donc ça, c'est très important. Donc merci Theodore Levitt d'être passé par Harvard Business Review. Je précise juste qu'aujourd'hui, il n'y a que 20% de papiers qui viennent de l'Harvard Business School. On a beaucoup d'articles du monde entier, de chercheurs, y compris de l'INSEAD qui est à Fontainebleau. J'ai une autre anecdote. Alors, puisqu'on parle d'éthique, est-ce que j'en parle tout de suite, Maxime, ou après? Je peux enchaîner ou... On va plutôt en parler après. Ouais. J'expliquerai sur la notion d'égalité tout à l'heure. Merci. En restant sur justement la façon dont l'information a été consommée, accueillie pendant ces périodes de crise, beaucoup de médias ont eu la sensation d'accomplir une mission de service public, mais là, en l'occurrence, nous avons le service public autour de la table. En matière d'information responsable, qu'est-ce que France Télévisions a à apporter au débat pour justement engager ce mouvement et entraîner l'ensemble du secteur sur cette thématique-là? Alors, bonjour à tous. Écoutez, d'abord, j'ai le plaisir et l'honneur de représenter notre présidente Delphine Ernotte à cette table ronde. Et je crois que par rapport à votre question et au-delà de la communication, nous, ce qui est important, c'est de rappeler quelle est notre mission et comment on se considère dans cet écosystème. Pour nous, France Télévisions, avec ses spécificités et en tant que service public, est un média responsable et citoyen. Et dans cette notion de média responsable et citoyen, il
il a une mission envers les 50 millions de personnes qui réunissent chaque semaine, qu'il informe, qu'il divertit, à qui il apporte des contenus tout à fait divers et variés. C'est finalement d'être le reflet de la société française, de multiplier les regards, sur multiplier les points de vue, de faire preuve de pluralité, et ça dans tous ces genres et dans tous ces programmes. Donc notre groupe France Télévisions n'a pas une intention, il est acteur de ces évolutions sociétales, il est acteur dans tous ces programmes, dans ces grands rendez-vous d'information que sont les JT, bien sûr, à tous les niveaux, et il est acteur dans cette évolution et cette transition écologique. Alors ça, concrètement, comment une fois qu'on parle de ça n'est pas une intention, hein, c'est dans notre quotidien. Concrètement, par quoi ça se traduit ? D'abord, au-delà de sensibiliser les Français, parce que je pense qu'ils ont déjà été suffisamment sensibilisés, on les emmène dans différents types d'émissions. On a diffusé un peu plus de 1800 heures de programmes sur l'environnement, sur les questions d'environnement, à travers des grandes émissions qui ont rassemblé des millions de téléspectateurs. On les emmène dans tous les genres, justement, pour leur montrer à la fois les évolutions écologiques, mais aussi des gens qui agissent. Parce que ça, c'est le rôle aussi que nous avons en tant que médias, c'est-à-dire de montrer des initiatives et de pouvoir répondre aux attentes des Français. Quand on analyse les attentes de nos publics, qu'est-ce qu'ils nous disent aujourd'hui ? Ils nous disent deux choses. J'ai repris les deux grandes questions qu'on a qui sont fondamentales. Ils nous disent on est en train de franchir une nouvelle étape, éclairez-nous sur la complexité des enjeux écologiques, ça c'est la première chose, parce que ça embarque un nombre absolument infini de disciplines, on le sait bien, on vient d'en parler, et puis aidez-nous à agir concrètement en faveur de l'environnement. Et donc là, nous, ce qu'on fait chez France Télévisions, c'est que, à travers des exemples précis, des initiatives de Français qui sont dans tous nos territoires, on va montrer comment agir, comment on va valoriser les idées. L'INA a recensé sur l'année 2020 plus de 400 sujets dans nos JT qui étaient justement des initiatives, des actions concrètes qui étaient menées par les Français. Et ça, c'est, je crois en tout cas, ce qui traduit bien ce qui nous oblige en tant que médias responsables et citoyens. Je vous donnerai d'autres exemples au cours de cette table ronde, mais c'est pour nous extrêmement important parce que c'est dans notre quotidien aujourd'hui, c'est dans notre quotidien, dans nos rendez-vous d'infos et de programmes, et puis c'est également ce qui nous oblige en tant qu'entreprise, puisqu'on s'est fixé des objectifs aussi en tant qu'entreprise. C'est en cela que France Télévisions a finalement vocation à servir d'exemple, que ce soit dans ses choix, dans sa programmation, dans les innovations qui sont portées par France Télévisions aujourd'hui. L'idée, c'est de se montrer comme étant justement le socle sur lequel toutes ces évolutions au service du public pourraient se faire. On a, oui, un devoir d'exemplarité en tant que média pour rassembler les Français et traduire ces évolutions sociétales, traduire cette inclusion à tout le niveau, dans nos présentateurs, dans nos fictions. Donc, je pourrais citer de nombreux exemples. Je vais en citer un qui est tout à fait récent. Donc, dans notre fiction Astrid et Raphaël, on a, qui le 21 mai est dans sa nouvelle saison, on a une enquêtrice qui a un syndrome Asperger. Donc, dans Un si grand soleil, qui est notre feuilleton quotidien, on a finalement toute la diversité de la société française qui est dans le quotidien des Français, donc dans ce rendez-vous, depuis un jeune qui a eu un accident, qui est handicapé, etc. Et tout est représenté. Et évidemment, on a ce devoir, et c'est aussi, ça nous anime. Hein, et puis, parallèlement, en tant qu'entreprise, on se doit aussi d'être exemplaire dans nos actes,
C'est-à-dire qu'on a réduit de 37% notre empreinte carbone dans les dernières années. On s'est fixé un objectif de réduction de 3,5% et on a embarqué aussi nos collaborateurs, puisque ça fait partie de l'intéressement d'entreprise. Tous les CODIR sont à parité, le COMEX évidemment de France Télévisions. Donc ça, j'avoue que c'est pas si difficile que ça à faire dans une entreprise comme la nôtre, parce que les gens sont extrêmement impliqués. Ils sont fiers d'être porteurs finalement de contribuer à ces réductions d'empreinte carbone. Ils sont évidemment très fiers, mais ça je crois qu'on le partage dans tous les médias, d'informer les Français, de leur donner envie d'agir, d'avoir des initiatives justement en donnant des coups de projecteur sur certains. Donc voilà, on est en marche dans ces actions. Et puis, je terminerai aussi sur un élément qui est très important pour nous, c'est qu'on doit être aussi moteur dans notre écosystème. Donc, avec évidemment nos parties prenantes, qui sont aussi les producteurs et les annonceurs. Donc, sur la production, on était à l'initiative des coprod, on a même fait partie des fondateurs. On s'est fixé un objectif, notre présidente nous a donné l'objectif qu'en 2023, 50% de toutes nos productions, parce que c'est un énorme volume de production chez France Télévisions, soient éco-produites. Et vis-à-vis de nos annonceurs, on est aussi très impliqué d'un point de vue régie. On a lancé des territoires, je dirais des écrins, pour qu'ils puissent exprimer, raconter, non pas on va dire, leurs envies, mais plutôt leurs actions, ces territoires responsables, ou encore des écrans publicitaires qu'on vient de lancer qui s'appellent Green Spirit, et dans lequel on sélectionne des spots avec un référent, bien sûr, les référents de l'ADEME, comme l'a rappelé Agathe. C'est pour nous extrêmement important d'avoir un tiers de confiance qui nous permet justement de cibler des écrans publicitaires dans lesquels les spots de produits et services des entreprises seront identifiés comme éco-responsables. Et justement, en matière de publicité, là, je me tourne vers Caroline Barbery de TIDS. La question de l'empreinte carbone de la communication au sens de la publicité est quelque chose qui est au cœur de la démarche de TIDS, en réussissant à communiquer moins, de façon plus ciblée. Et la question de l'empreinte carbone est quelque chose qui était déjà dans l'ADN de TIDS avant la crise, qui a pu amener les consommateurs, les citoyens à se poser des questions sur comment ils consommaient. Oui, tout à fait. Donc, je rebondis également sur ce qu'a dit Agathe tout à l'heure, puisque l'empreinte carbone est vraiment au cœur des demandes de la part des marques à présent, c'est-à-dire qu'on nous demande de mesurer l'empreinte carbone dans la diffusion des publicités. TIDS est peu connu, mais on est la plateforme technologique qui permet la diffusion de publicité. On a un go-between entre les marques et les éditeurs. Et sachant que c'est quelque chose, en termes d'empreinte carbone et de limiter également l'impact pour le client final, qui a toujours été au cœur de notre ADN. C'est-à-dire qu'on a toujours essayé de limiter au grand maximum notre empreinte. Très peu de serveurs utilisés. Et si on compare éventuellement à des épisodes qu'on veut regarder en streaming sur des chaînes, on va dire, non pas France Télévisions, mais d'autres chaînes plus américaines, finalement, la publicité qu'on diffuse sur une année correspond à un épisode. Donc, ce qui veut dire que l'empreinte carbone est extrêmement limitée. C'est quelque chose sur lequel on communique de plus en plus avec les marques qui sont extrêmement demandeuses pour justement tenter de limiter cet impact. Et d'autre part, on a également toujours été au cœur de demandes du client final, dans la mesure où la publicité ne doit pas être intrusive. Je vous rappelle que dans des dimensions plus pré-roll, où vous n'avez pas le choix que de regarder la publicité, là, dans une partie dite outstream, c'est-à-dire qu'on est sur finalement un format vidéo qui est à l'intérieur de l'article que vous êtes en train de lire, et non intrusif dans la mesure où finalement vous n'avez pas l'obligation de le regarder. Et par ailleurs, il n'est pas chargé sur votre navigateur. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'empreinte chez le client final et pas chez nous également, donc ce qui veut dire pas d'empreinte carbone, mais également pas d'obligation de la part de l'utilisateur final de regarder. Et du coup, où est la valeur ajoutée pour l'annonceur ?
Alors la valeur ajoutée pour l'annonceur, c'est que finalement on diffuse la publicité d'une part de manière beaucoup plus ciblée, même si nous faisons très attention donc à l'utilisation des données. Je vais y revenir après puisque c'est également au cœur des préoccupations actuelles. Ce qui veut dire que finalement ce ciblage se fait de deux manières, soit par des cookies, soit de manière contextuelle sur lequel on travaille énormément. Et sur cette manière contextuelle, finalement, on est capable de mettre une publicité qui s'adresse véritablement au client final, qui correspond finalement à ses desiderata, mais également aux demandes de ROI, de performance de la part de la marque. Et si je reviens sur la partie cookie, puisque c'est un énorme débat actuellement, c'est vrai que l'utilisateur final en a un petit peu marre de cliquer pour essayer de retirer le cookie, de savoir comment faire, etc. Et on a travaillé by design, je dirais, au sein de l'entreprise depuis plusieurs années sur le retrait des cookies, puisqu'on va rentrer dans une ère cookie-less à compter de 2022, et mécaniquement, on sera capable de délivrer l'ensemble des publicités sans cookies. Et on délivre à peu près déjà la moitié sans cookies et uniquement sur du contextuel. Du coup, on a évoqué la transition écologique, on a évoqué les données personnelles, on a évoqué le fait qu'il y ait une mission d'engagement et une exemplarité, puisque tout le monde a réussi à citer Agathe Bousquet depuis le début. Je vais le faire aussi. L'idée que, quelque part, c'est le sens de l'histoire, que dans ces métiers de communication et d'information, on est dans des métiers d'influence, c'est ce que vous disiez. Là, aujourd'hui, comment est-ce qu'un groupe comme Prisma Media peut s'inscrire dans cette nouvelle dynamique qui se fait après la crise? Parce qu'on est sur un groupe principalement de print, mais pas seulement. Il y a un développement digital, il y a des médias qui sont très grand public, et à côté de ça, des médias qui justement s'adressent à des cibles extrêmement pointues. Comment est-ce qu'on peut redonner du sens, après une crise comme celle-ci, pour un groupe comme Prisma Media? Il y a pour moi une chose très importante dans la communication responsable, c'est l'écoute. La communication responsable passe d'abord par l'écoute. En fait, nous sommes un groupe de médias d'énorme diversité. Et Gabriel, tu as cité Harvard Business Review, National Geographic. Maxime, tu as cité la partie grand public, des marques comme Télé Loisirs Femmes Actuelles, Voici, Gala, Géo Capital et d'autres. Mais ce que nous avons commun dans cette grande diversité, pluralité, c'est que nous avons une approche très centralisée, très attention sur le lecteur, l'utilisateur, ses envies, ses besoins. Et c'est avec cette approche-là que nous avons réussi à avoir la plus grande audience en France sur le papier, sur le digital aujourd'hui, puisque nous touchons plus de 80% des Français. Avec cette belle mission qui unit nos médias et nos marques aussi, de rendre leur vie plus informée, plus inspirée, plus facile aussi, plus joyeuse, donc en un mot, plus belle. Et je suis très heureux en fait de pouvoir annoncer aujourd'hui que pour porter ça encore plus loin dans cette approche d'écoute, nous allons lancer une consultation citoyenne cette semaine déjà en interne et la semaine prochaine le 3 juin en externe aussi en partenariat avec make.org. Et là nous nous adressons vraiment à l'ensemble des Français avec une question qui est la suivante. Comment les médias et les services qu'ils proposent peuvent-ils améliorer votre quotidien? Nous aurons, il y aura une période jusqu'à fin septembre où nous aurons la possibilité de collecter plein de suggestions, propositions. Je fais appel à tous les Français qui nous regardent, Françaises et Français qui nous regardent, de s'exprimer sur la plateforme, de s'engager, de proposer des idées, de voter. Et fin d'année, courant 4e trimestre, nous allons pouvoir présenter les résultats et les idées et les intégrer en fait dans notre approche d'inventer. Nous nous sommes donné cette très belle ambition d'inventer aujourd'hui les médias d'aujourd'hui et de demain. Voilà pour une première partie de réponse à votre question.
Mais du coup, avec une prise de risque, quelque part, si les attentes du public ne sont pas celles que vous espériez ou attendiez, si ça va à l'encontre de ce que vous aviez prévu comme développement? Ça, c'est une opportunité. Si nous découvrons qu'il y a des attentes que nous n'avions pas encore, dont nous n'avions pas encore conscience, ce serait une très bonne opportunité de les saisir. Après, je pense que nous avons ensemble dit des choses. Jean-Luc, tu avais fait référence à l'étude Union de marques et en fait l'importance pour les consommateurs aujourd'hui d'être dans une véracité, qu'il y ait une crédibilité de l'information. Nous sommes un groupe journalistique. Il y a à peu près 1000 journalistes, 1000 collègues journalistes qui travaillent pour nos médias. Et notre challenge, notre mission aussi, notre exigence est de donner toujours une information journalistique crédible. Ça veut dire fiable, bien travaillée, bien recherchée, indépendante aussi, et qui reflète par ailleurs la diversité, parce que pour moi, la diversité, la pluralité est partie intégrante, bien sûr, d'une communication responsable. Et d'autant plus quand tu te adresses au travers les médias que nous avons à toute la société, à tous les Français, il est important d'avoir dans l'entreprise, en interne de l'entreprise aussi, une grande diversité. Ce que nous avons, une égalité en termes professionnels et de chance, avec, je pourrais citer aussi des exemples, donc nous sommes aussi un COMEX de 7 personnes, 4 femmes et 3 hommes. 59% de nos managers sont des femmes. Nous favorisons l'emploi de jeunes issus de QVP, l'emploi de femmes dans la tech. Et tout ça, ça fait partie d'une diversité, d'une inclusion qui nous permet ensuite de refléter cela dans nos médias. Avec un défi conséquent. Du coup, en matière de communication, aujourd'hui, justement, on aborde la communication par le prisme du consommateur, du client, du lecteur, du téléspectateur. On a abordé la question des données personnelles. C'est en fait, si on prend les choses largement, cette table ronde nous permet justement par la communication d'aborder toutes les thématiques qui sont traitées au cours de ces dialogues. Comment est-ce que ça s'applique en termes de construction, de co-construction d'images lorsque l'on va accompagner une marque aujourd'hui pour non seulement l'accompagner dans les idées qu'elle a pu avoir et les initiatives qu'elle a pu lancer, mais l'engager à avoir une démarche encore plus active sur ce champ de responsabilité? D'abord, les marques et les directions des marques, comme je le disais tout à l'heure, elles ont de plus en plus mis en haut de l'ordre du jour des agendas des COMEX l'engagement, la responsabilité, et elles ont changé parfois leur gouvernance et accéléré leur transformation dans ce sens. Moi, j'ai commencé ma carrière dans le monde associatif, j'avais besoin des marques, j'avais besoin des entreprises, ça existait déjà, c'était il y a 20 ans, 25 ans. Ça n'a cessé d'être une tendance qui monte, et une fois encore, il y a eu une accélération pas forcément uniquement d'ailleurs en termes de combien de personnes j'aide et comment est-ce que, mais plutôt comme vous venez de l'expliquer, comment est-ce que je transforme profondément ma manière de faire mon métier. Donc, la communication joue un rôle clé en la matière parce que souvent, c'est aussi des sujets, il ne faut pas se tromper, de réputation. C'est aussi des clients ou des consommateurs ou des citoyens qui, interpellant des marques, les ont amenés à se poser des bonnes questions et d'une certaine manière, même si parfois les réseaux sociaux nous font monter dans les tours parce qu'on y lit des choses qui nous plaisent plus ou moins, en revanche, c'est quand même aussi un contre-pouvoir qui fait qu'à un moment donné, il y a eu des rapports de force qui ont permis des transformations en faveur de plus de responsabilités et de ce point de vue-là, c'est une excellente chose. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir que finalement, il y a plus d'alignement que jamais, je trouve, entre la transformation réelle, concrète, dans l'entreprise, de comment est-ce qu'elle veut mieux être plus inclusive, être dans une meilleure mesure de ses impacts environnementaux et dans limiter évidemment le nombre à l'avenir. Elle est à la fois dans cette responsabilité de faire les choses bien et à la fois dans la responsabilité de bien communiquer ce qu'elle fait mieux.
Donc il y a plus de... C'est là où ça a pris une ampleur dans les discussions, je trouve, des comités de direction des marques plus intéressantes. C'est que c'est pas juste la communication qui se demande comment gérer une réputation, ou juste l'entreprise qui, parce qu'elle a une direction RSE, se demande comment est-ce qu'elle peut mieux faire son travail. C'est quelque chose qui est beaucoup plus intégré, beaucoup plus synergique. Nous, le job qu'on a à faire en tant qu'agence, en tant que groupe de communication, c'est évidemment d'accompagner ça. Je parlais tout à l'heure d'intention, qui est un mot qui m'a été soufflé un jour par Gilles Dasbonnel, qui est le patron de l'agence Sidiez, et je trouve qu'il a raison. C'est comment est-ce que nos groupes de communication, comment est-ce que nos agences, on est complètement embarqué par les transformations de nos clients, il y a des innovations de produits, donc on les fait valoir, mais aussi comment nous, on encourage ça. Et comment on le fait? Parce qu'on a des planeurs stratégiques, toute la journée étudie de la data, regarde des tendances de consommation, des attentes des gens, et c'est une manière de reformuler ou de valoriser, de mettre en lumière ces attentes-là, qui font qu'à un moment donné, il y a des choix dans les directions de marketing et de communication qui sont aussi poussés. Parce que c'est ça qui est formidable avec la data, même si parfois c'est un peu décrié, c'est que ça nous permet de voir des tendances qui progressent de manière tellement fulgurante que ça revient rationaliser, encourager, valoriser des choix de manière plus concrète. Ça vient donner une valeur à quelque chose qu'on peut ressentir, où on se dit, tiens, j'irais bien faire peut-être cette idée-là. Oui. Ah non, la data d'un seul coup vous pousse parce qu'il n'y a pas de doute, l'écoute sociale et les chiffres le montrent. Aujourd'hui, il y a une vraie attente, comme il y en a, on en a vu d'autres par le passé, mais une vraie attente d'engagement. L'étude dont tu parlais une fois encore, Jean-Luc, est très claire. Une vraie attente d'engagement. Mais je vous le dis, il y a 25 ans, les entreprises parfois s'engageaient et se planquaient. Aujourd'hui, c'est pas du tout ce qui est attendu. On considère qu'on n'y arrivera pas sans une vraie transformation des marques et des entreprises. On considère qu'à chaque fois qu'il y a un engagement, une innovation ou un service intelligent, plus responsable, c'est plébiscité par le consommateur, à condition évidemment de régler la question du prix. D'ailleurs, de ce point de vue-là, les études montrent bien que la plus jeune génération, qu'on étudie les adolescents, les proches des jeunes adultes, s'indigne très très fortement, n'a absolument pas envie de consommer des mauvais produits, et c'est à nous de régler la question. Hein. C'est à nous, entreprises, de trouver le moyen de pouvoir les laisser vivre comme ils veulent vivre en consommant le téléphone, comme voilà, la data, etc. Mais à nous de régler la question pour qu'on ne les mette pas dans cette espèce d'injonction paradoxale de « c'est ta faute, c'est toi qui consommes mal ». Non, eux, ils veulent pouvoir vivre en ayant des produits proposés par les entreprises qui soient responsables. Donc c'est une vraie révolution dans laquelle on est engagés tous ensemble. Et je pense que nous, on a un job énorme en tant qu'agence à faire, qui est d'accompagner la mesure de tout ça et la réputation de tout ça, avec évidemment le maximum on dit sincérité, ou en tout cas de crédibilité. Sur le sujet, parce que on sait très bien que si la réputation des agences de publicité ou de la publicité en général, Jean-Luc en parlait tout à l'heure, est parfois décriée ou très contrastée, c'est aussi parce que on n'a pas toujours été capable du meilleur, même si je considère qu'on a aussi témoigné au cours des dernières décennies une immense utilité dans la création de valeur ou dans la création de nouveaux comportements. Il n'y a pas de tri de nos déchets si on ne communique pas pour mieux trier nos déchets. Il n'y a pas de filière bio qui se développe si on ne dit pas que le bio est accessible aujourd'hui et à quel prix. Il n'y a pas de recyclage des téléphones si Orange ne décide pas de faire une campagne pour dire que c'est possible. Il n'y a pas de véhicules électriques qui sont vendus si à un moment donné on n'encourage pas cette communication-là. Donc la publicité, elle est un moteur de la transition de tous les comportements, de femmes qui conduisent, de couples mixtes, de montrer une diversité des populations, mais donc elle est capable du meilleur, mais aussi, et c'est pour ça qu'elle est parfois décriée, c'est qu'elle a parfois été aussi capable de grandes caricatures. Donc on est à un moment, moi je nous considère un peu tous comme des leaders de transition. Je trouve qu'avant, tous ces sujets-là étaient un peu là, mais pas totalement au cœur des préoccupations. C'est devenu... Il ne se passe pas une journée, mais je suppose que c'est pareil pour vous tous, sans qu'on ne parle que de... Enfin moi j'ai l'impression de ne parler que de ça, et je fais du business. Mon métier, c'est de faire du business, mais je ne parle que de ça. Donc, on est dans un moment vraiment charnière. Et quand je dis de transition, c'est pas péjoratif, mais on est en train d'accompagner une révolution. Comme il y a 25 ans, il y a des leaders qui ont dû investir fortement dans le digital. On est en train d'investir fortement la dimension sociétale. Excusez-moi, si on me coupe pas, je parle, mais en fait, ce qui est beau là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, ça fait partie de nos valeurs, et je le sens tous les jours, en fait, que
c'est vraiment la responsabilité qui engage et anime le plus et motive le plus les équipes, et surtout les jeunes équipes. Et en même temps, et heureusement que c'est comme ça, en même temps, c'est devenu aussi un levier de réussite indispensable pour plein de raisons. Des raisons en termes d'attente de nos consommateurs, de nos partenaires, que ce soit dans le marché publicitaire ou dans d'autres domaines serviciels, pour des raisons de pérennité, pour des raisons aussi d'attraction de talents, donc pour plein de raisons. Et donc, du coup, on a uni là, quelque part, la tête et le cœur par rapport à ce sujet qui est un sujet absolument existentiel pour nous. Et je pense que c'est une formidable opportunité. Et ça, c'est sur la question, justement, de comment répondre aux attentes du public aujourd'hui. Mais lorsqu'on est dans l'intention, lorsque c'est une question de construction d'image de marque, de construction d'entreprise, comment est-ce qu'on mesure l'efficacité aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut arriver en disant « voilà ce que j'ai fait » et que ce soit mesurable? Je crois que, justement, Jean-Luc Chettrit, sur ce point. Pardon. Difficile avec le masque, je vais y arriver. Oui, je pense que c'est en effet... moi, je veux juste rebondir avant sur ce que Agathe et Rolf viennent de dire. Je pense que c'est un moment vraiment important et une transition particulière dans laquelle nous sommes engagés. C'est que enfin, RSE, raison d'être, communication responsable sont alignés. Et les sujets remontent enfin au bon niveau. C'est-à-dire que le sujet de la communication, pardon, mais il a été malheureusement pendant quelques années un petit peu mis en retrait par rapport, peut-être aussi parce qu'il y avait des process industriels qu'il fallait engager. On parlait des produits, il faut que les produits se transforment, et on a engagé la transformation industrielle, et maintenant il faut aller au-delà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'arrêter à la transformation industrielle, il faut encourager les bons comportements, le mieux consommer, et la communication doit s'engager dans cette voie. Après, et ça tient, c'est le sujet de la mesure. La raison pour laquelle on ne l'a pas fait suffisamment, je pense, c'est qu'on n'a pas assez mesuré l'efficacité de ce que représentait une communication engagée, diversifiée, responsable, inclusive. Pendant combien d'années on a eu peur de représenter un certain type de public dans les communications? On n'a pas voulu, ou on n'a pas su, ou on n'a pas trouvé en tout cas la bonne formule pour s'assurer que le miroir qui est finalement soit la télévision, soit la presse, etc., reflète une société qui avait changé, une société diverse. Et cette diversité est une richesse, on le dit de manière générale, on ne le voyait pas suffisamment dans la communication. Donc je pense que là maintenant, les premières études l'ont montré. On a une étude par le Jane Davis Institute qui a montré que des communications plus diversifiées, montrant moins de stéréotypes, moins stéréotypées, sont plus efficaces, sont 25% plus efficaces. Génère 59% de confiance dans la marque et d'envie finalement d'acheter une marque avec laquelle on partage des valeurs. Et ça veut dire parfois oser, prendre des risques. Je vais prendre un exemple, Procter. Procter a décidé sur Gillette, une marque absolument iconique dont le claim était la perfection au masculin, de changer la représentation des hommes dans la communication et d'oser montrer d'autres canons de beauté que les canons classiques. Ça a amené la marque à recevoir beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, voire même beaucoup de critiques. Mais elle a assumé, parce qu'elle a assumé la diversité de ses clients. Eh bien, ça réussit, parce que ça marche. Et désormais, Procter, Mark Pritchard, le CMO, le disait encore il y a quelques jours, a décidé d'en faire non seulement une campagne, mais un vrai choix dans l'ensemble de ses communications et de demander, je pense que c'est aussi un petit peu ce qui a été évoqué par Rolf et Agathe, à demander à ces agences désormais d'assurer de la diversité dans les équipes, à la production des films d'assurer aussi de la diversité, et finalement, évidemment, au casting d'assurer aussi cette diversité. Donc la diversité, l'inclusion, c'est pas un sujet qui se cantonne à soit la représentation publicitaire, soit à l'entreprise, c'est toute la chaîne. Et quand ça c'est fait, ça marche, ça délivre plus d'efficacité, mais c'est une efficacité qui est plus durable aussi. C'est-à-dire que la mesure qu'on peut avoir de l'efficacité, on voit souvent ces sujets de RSE comme des sujets de coûts supplémentaires. On dit ça a coûté plus cher parce qu'au lieu d'aller produire dans des pays à faible niveau de coût, on va être amené à produire localement peut-être des films et donc ne plus externaliser certaines productions. Ok,
très bien. Mais regardons aussi l'efficacité supplémentaire qu'on délivre avec des communications qui sont parfois, on parlait de la publicité numérique, on peut être peut-être un tout petit peu plus économe sur le nombre d'impressions qu'on va délivrer et les délivrer dans des contextes de qualité, les contextes qu'on évoque là, les marques médias qui ont des contextes de qualité à offrir. Donc oui, l'impression sera individuellement plus chère, mais son efficacité sera supérieure. Donc la mesure du ROI, c'est un élément clé. Et si je peux poursuivre juste sur un point, je pense que sur tous ces sujets-là, au fond, on a besoin d'accompagner les marques pour les emmener sur ces territoires-là. Il faut de la pédagogie, il faut de l'accompagnement, il faut travailler ensemble. On ne peut pas travailler tout seul sur ces sujets-là. L'agence doit aider, et elle aide, et certaines en particulier ont pris ce sujet et accompagnent les marques. Nous-mêmes, à l'Union des marques, on en a fait un de nos sujets. On a créé un programme FAIR, comme son nom l'indique, pour faire, parce qu'il ne s'agit pas simplement de déclarer, il faut faire. Dans ce programme, on demande à ce que les signataires s'engagent. On a déjà une quarantaine d'entreprises. D'ailleurs, j'appelle toutes les entreprises qui m'entendent à nous rejoindre parce que c'est ensemble qu'on va faire bouger les lignes. Et quand elles s'engagent, elles s'engagent par exemple à assurer la représentation de la société telle que je l'évoquais, dans sa diversité. Elles s'engagent à ce que, par exemple, c'est notre fil rouge, dans les communications publicitaires, il y ait des bons comportements par rapport au sujet d'environnement qui soit représenté. Donc ce n'est pas simplement des films qui poussent au bon comportement, mais tous les films publicitaires peuvent d'une façon ou d'une autre mieux encourager le bon comportement, le tri, le fait de peut-être moins consommer mais mieux consommer. Tout ça, ça doit participer. Alors c'est un peu des injonctions contradictoires. On dit vendre plus, mais oui, mais vendre plus, mais ça ne veut pas dire que vendre plus à une personne qui va acheter 10 fois, mais peut-être c'est vendre plus en permettant à d'autres d'accéder. Donc on peut consommer, on peut développer une croissance durable, mais sans pour autant pousser à une surconsommation. Et ça, c'est tout un travail qui doit associer créativité et responsabilité. Et là, clairement, on a besoin des agences parce qu'il va falloir réussir à réunir les deux. Il ne faut pas perdre en désirabilité. C'est un peu peut-être mon mot de conclusion. C'est que je pense que cet engagement responsable, cette communication, cette consommation responsable, on doit la rendre désirable par tous. Et pour la rendre désirable, on a un vrai travail avec la communication et avec les agences pour le faire. Alors du coup, question pour tous les intervenants. Si la communication responsable est quelque chose qui est immédiatement rentable, si du coup ce n'est plus une question d'argent, mais seulement une question de décision, si aujourd'hui ce sont des points sur lesquels il y a clairement du business à faire, pourquoi est-ce qu'il reste encore autant de chemin à parcourir? Pourquoi est-ce que le programme FAIR aujourd'hui a 42 participants et pas 500? Pourquoi est-ce qu'il y a encore ce gué à franchir? Du coup, Marianne Ciprodis. Je ne sais pas si j'ai tout à fait la réponse, mais on a vu à quel point ce processus est quand même un peu long, parce que ce qui compte, c'est la sincérité. C'est la sincérité et les actes. Donc, je trouve que l'année qu'on vient de vivre, avec la pandémie, a été un accélérateur de prise de conscience. Les entreprises ont compris que, évidemment, elles n'ont pas qu'un objectif de rentabilité, mais qu'elles ont un objectif relatif à l'impact qu'elles ont sur le monde, sur leur public, sur évidemment la transition, enfin sur notre planète, la transition écologique. Et on voit une accélération, c'est-à-dire que nous, on le voit, ne serait-ce que dans le chiffre d'affaires de la régie. On a eu des initiatives dès 2019 justement pour permettre aux entreprises de raconter, parce que finalement, elles faisaient plein de choses, mais elles ne savaient pas très bien le dire. C'est aussi l'objet du programme FAIR, c'est comment on raconte des initiatives, des actions. Et finalement, en 2020, ça représentait à peu près 15% de notre chiffre d'affaires, et on sait dans la trajectoire qu'on s'est fixée que ça va être à peu près 40% d'ici 2023 de notre chiffre d'affaires qui sera composé de communication, de marques, de très grandes marques françaises, de petites marques françaises, de très grandes marques internationales qui auront soigné leurs messages, qui raconteront donc leurs initiatives et qui seront dans un ton de sincérité. C'est ça, je pense, qui est le plus complexe à construire. Donc une forme de transparence dans la communication, au fond. Voilà ce que l'on fait, voilà qui on est.
Rejoignez-nous au sens de l'adhésion à une marque plus que l'intérêt pour un produit, au final. Est-ce que je peux juste rebondir, parce que je peux rebondir 2 minutes, juste faire une petite aparté sur la communication responsable. Déjà, je tiens à saluer, hier j'ai déjeuné avec 2 de vos collègues, Agathe, chez Publicis, parce qu'effectivement, elles m'ont appris beaucoup que ça allait aussi jusqu'au casting. C'est également de former, peut-être en tout cas d'éduquer, ou en tout cas peut-être d'inspirer vos marques en disant quand vous faites du casting, ça passe également, ça passe aussi pour l'inclusion. Et je pense qu'il y a le rôle également des journalistes. Et pas plus tard qu'il y a 15 jours, j'ai fait une chronique sur la dernière campagne d'Unilever, sur son déodorant. Qui en a entendu parler? Degree, qui chez nous s'appelle Rexona, pour les personnes malvoyantes et handicapées, pour celles qui ont un problème avec les membres supérieurs. Et j'ai pas vu beaucoup d'articles, en fait, pour le relayer. Donc je pense que vous faites ces complémentaires. Dans mon livre, sans les mentionner, mais il y avait Havas pour parler de New Deal. Chez Publicis, je suis très contente, via Caroline Darmon, d'être au fait maintenant de ce que fait Publicis, etc., parce que vous faites un énorme travail également. Et de voir que quand il y a une campagne inclusive comme ça, avec le géant Unilever, qui fait un déo, et moi je trouve ça fascinant, il y a très peu d'articles, en fait. Donc, c'est aussi de notre part. Vous avez votre rôle à jouer. La campagne est formidable. Les critiques et d'ailleurs sont toujours dithyrambiques sur les réseaux sociaux avec ce Degree ou Rexona déodorant, avec une attache, avec un aimant, etc., avec de l'écriture en braille. Je pense qu'il faut que ça vienne également plus dans nos rayons. Mais je trouve que nous aussi, nous, médias, journalistes d'impact, de solutions, on a également notre rôle à jouer. Peut-être qu'un jour, on appellera ça du journalisme responsable. Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a un travail à faire entre les deux, entre les communicants, et que ça vienne aussi, et ça se soit relevé au sein de nos rédactions dans les médias. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est qu'effectivement, ce qu'on n'a pas dit, et c'est très important, il y a un mouvement de balancier. On a souvent opposé la communication et l'information comme si il y avait des méchants et des gentils. Non, c'est pas ça le monde, en fait. C'est pour ça que moi je parle de marque. On parle de responsabilité. Je suis ravi que tu parles d'Unilever, dont le Paul Polman a été quand même un PDG incroyable. C'est-à-dire, on parlait ce matin, le ministre en parlait, mais enfin, Unilever a inventé avant tout le monde ce qu'on appelle, alors je ne sais pas pourquoi c'est un oxymore, un capitalisme responsable, mais Unilever a fait des choses extraordinaires. Je te remercie d'avoir parlé de cette campagne. Nous, par exemple, on a pris une responsabilité récemment dans Harvard Business Review. Je conclurai, je serai assez rapide. Depuis 2014, vous allez comprendre le problème. On publiait, alors c'était un classement unique au monde, parce qu'on le faisait avec l'INSEAD et des experts à Harvard. INSEAD, c'est en France, à Fontainebleau. On sortait le classement des... Alors écoute, déjà, rien que le titre, les 100 meilleurs CEO du monde. CEO. Alors, en 2014, 2015, devinez qui était le numéro 1, c'était Jeff Bezos. Bon, on a un petit problème, parce qu'Amazon, en termes d'environnement, c'est pas ça. On a eu un comité de réflexion, on a rentré des critères environnementaux. Donc là, on a vu surgir des gens complètement inconnus, des PDG nordiques, espagnols, Inditex, qui a terminé number 1. Inditex, textile, Zara, etc., qui fait un boulot mais fabuleux. Personne ne le sait. Donc nous, on classe tout ça. On était assez fiers. Mais moi, j'ai eu un problème. Et nous avons eu un problème à HBR, qui s'est traduit par du bad buzz, je vais le dire. On en a eu très peu, Rolf. Je t'en ai pas parlé. C'est que sur les 100 PDG, il y avait pas mal de Français, d'ailleurs. Grâce à ces bons critères RSE, il y en avait dans la salle ce matin, il y en aura demain, ou cet après-midi, pardon. Mais il y a un moment donné, moi, j'ai reçu une lettre. J'aime bien les gens, il y a des gens qui écrivent à la main. Ils me disent, vous êtes sûr que vous n'avez pas un problème? Vous avez compté le nombre de PDG? Il y en avait 3. Nous avons pris cette année la décision, avec les États-Unis. Moi, comme je dis, je l'ai écrit dans un éditorial. Nous n'avons pas le pouvoir à Harvard Business Review de nommer des femmes dans les conseils d'administration. Rolf l'a dit, il y en a, la parité est dans le bon sens. En revanche, nous avons le devoir d'arrêter de promouvoir une entreprise dirigée majoritairement par des hommes et de préférence blancs. Voilà. Ça, c'est écrit noir sur blanc. C'est une responsabilité qu'on a prise. Et je tiens à préciser que on a une responsabilité. Pourquoi? Parce que c'était très lu et évidemment, il y avait des annonceurs. On l'a écrit. C'est une décision. On a arrêté au niveau mondial de le faire. Il y avait d'autres éditions internationales d'Harvard Business Review qui organisaient même un grand événement avec des PDG et peu de PDGR. On a arrêté. Il faut être responsable. Donc oui, on peut aussi se dire, là, on va perdre de l'argent. Mais sur le long terme, puisqu'on l'a évoqué ce matin, il y a la notion de court terme et de long terme. Sur le long terme, et on renvoie à la notion de belle marque, qu'est-ce qui fait que dans 100 ans, je ne serai plus là, mais on dira, quelle belle marque!
avec des convictions. Alors, moi, je suis très sensible à ce que vous dites sur quelle belle marque. Et merci pour le sujet de comment est-ce qu'on valorise aussi des campagnes qui font la différence et qui changent. Parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs sujets dans ce que vous avez dit. D'abord, une campagne aujourd'hui, tu citais, Jean-Luc, la campagne de l'agence Marcel pour Gillette. Je pourrais citer la campagne qui a été faite par Publicis Conseil sur Renault Scénic, là, que je vous encourage à regarder, qui est une campagne qui montre aussi de la diversité familiale, on va dire, des couples très divers. La réalité, c'est que ces campagnes, c'est vrai, sur Internet, sur les réseaux sociaux, ça se fait aussi, mais vraiment défoncer la tête. Il y a vraiment, ça fait des réactions en chaîne. On se dit, mais c'est pas possible qu'il y ait encore des gens. Sauf que la réalité, c'est que ça crée aussi une aspérité. Il y a une forme de courage, et que ça, on va pas se tromper à court terme. C'est très gagnant pour les marques. De casser les stéréotypes dans les campagnes, on le sait, c'est prouvé. Et d'ailleurs, on s'appuie sur cette data-là aussi pour faire avancer certains annonceurs. De casser les stéréotypes, ça peut vraiment créer de l'impact en publicité. Donc, en revanche, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour valoriser journalistiquement ces choix-là, alors qu'en réalité, ça pourrait être extrêmement vertueux que pour les directeurs marketing et les CEO, en effet, de voir qu'à un moment donné, c'est d'autant plus remarqué, notifié et donc encouragé. Donc, merci de l'avoir dit. Vous avez fait référence au sujet des castings, parce que la diversité et l'inclusion, c'est beaucoup des sujets de casting. On a, en agence, quand ça fait quelques années comme moi qu'on est en agence, on a tous vécu des moments extrêmement gênants de réunions de pré-production publicitaire où il faut faire des castings et où là on n'entend plus honnêtement, mais on entendait des choses assez odieuses. Sur trop ceci, pas assez cela, enlevez-moi des femmes, il y en a trop. Enfin, c'était des moments extrêmement gênants. Aujourd'hui, il y a un rapport de force qui n'est pas du tout le même. L'agence peut dire, non mais ça, un directeur marketing, non mais ça va pas, non, tu peux absolument pas réagir comme ça, et attention à ça. Enfin, et les directeurs marketing ne vivant pas dans des bocaux, ils savent très bien, ils ont aussi énormément progressé là-dessus, il y a une ouverture qui n'est pas du tout la même, et il fallait aussi qu'on ait des alliés. Et on travaille beaucoup, je les cite parce que je les aime beaucoup, avec Troopers, qui est une vraie boîte de casting sur la diversité, qui ouvre à des gens qui n'ont pas accès spontanément comme ça aux boîtes, ou qui ont des difficultés à aller vers les boîtes de casting traditionnelles. C'est de manière à incarner plus de diversité dans nos campagnes. C'est des gens qui vont dans des quartiers différents, vous en parlez tout à l'heure, et qui finalement font venir dans nos métiers à nous, des gens qui spontanément ne sont pas attirés ou ne se sentent pas capables d'aller dans les métiers de la communication ou de la publicité. Donc il y a, en fait, quand je vous entends tous, et là où c'est intéressant, c'est on est face à plein de fronts. Tu parlais de programme FAIR. Dans le programme FAIR, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de fronts. Il faut avoir une approche assez, évidemment, extrêmement sincère, mais il faut aussi assumer, une fois encore, qu'il y a plein de fronts sur lesquels il va falloir agir, mesurer pour voir les progrès qu'on fait, accepter, une fois encore, que c'est du travail, que c'est de l'argent, et qu'en face, on nous encourage. C'est pour ça que j'ai aimé ce que vous avez dit. On nous encourage parce qu'on n'a pas été tout mauvais et on ne va pas devenir tout bon en 2 minutes. Une fois encore, en plus, on est dans un moment économiquement compliqué pour pas mal de secteurs. Donc voilà, en revanche, il faut de l'encouragement. C'est pour ça que vous avez bien fait de prendre la parole tout à l'heure. Parce que c'est vrai qu'il faut valoriser un peu les choses positives. Pardon. Enfin, on ne peut pas dire que les stéréotypes, justement, est complètement disparu. On est encore dans cette phase de transition, mais même plutôt au début qu'à la fin. Oui, mais c'est le paradoxe de la publicité. Le paradoxe de la publicité, c'est pour ça que c'est quand même un secteur qui reste, pour moi, extrêmement passionnant, c'est qu'il y a des tonnes de stéréotypes qui ont été cassés par la publicité. Il y a des tonnes de choses qui ont été changées grâce à l'image véhiculée par la publicité. Bien sûr. Les campagnes Benetton, United Color, etc., avec le pape qui embrasse je ne sais plus quel président de la République, avec des personnes de couleur, c'était remarquable. Mais bien sûr, et on parle, là on regarde la France, mais on a fait des campagnes, on parlait tout à l'heure de P&G, on a fait des campagnes sur des produits du quotidien, de lessive, etc., dans certains pays, notamment, je pense à une campagne en Inde qui a fait un énorme carton, où en fait, la campagne racontait comment un homme pouvait, lui, se charger de faire il y a des stéréotypes qui ont été cassés par la publicité. Et en revanche, c'est vrai, la communication et la publicité utilisent, parce qu'elle a très peu de temps pour faire passer un message, elle utilise souvent des raccourcis. Et en utilisant des raccourcis, elle s'appuie aussi
sur des stéréotypes pour faire passer très rapidement son message. Voilà, vous avez 1 seconde pour planter un décor intérieur d'une scène familiale, vous mettez une maman, les enfants, un goûter, et hop, je repère tout de suite là où je suis. Et ce qui est intéressant, c'est que les études montrent bien que quand on casse un tout petit peu le stéréotype, d'un seul coup, en termes d'attention, voire d'agrément à la campagne, on progresse. C'est ça qui est intéressant. Tout à l'heure, quand je disais la data, elle nous aide. Quand vous mettez, une fois encore, vous avez une envie de changement ou une envie de courage et que la data vient vous expliquer que vous avez raison d'être courageux, c'est là où nos métiers sont vraiment passionnants. C'est là où, moi, ce que je trouve incroyable, c'est à quel point on n'a jamais eu autant besoin de nouveaux métiers pour faire nos métiers et à quel point les métiers les plus anciens n'ont jamais été aussi puissants. Planning stratégique, tu parlais de création, on n'a jamais eu autant besoin de planning stratégique et de création, qui sont des métiers qu'on a toujours connus dans les agences. Et on a besoin de plein d'autres experts, digitaux, data, etc., pour être plus fort dans le parcours consommateur, qui est quand même beaucoup plus compliqué aujourd'hui qu'il ne l'était quand on regardait tous la publicité à 20h30 après les JT. Mais la réalité, c'est que c'est quand même des métiers très classiques qui peuvent aujourd'hui casser les stéréotypes par la data et par la créativité qu'on apporte. On peut vraiment faire avancer les choses. Donc oui, il y a des très bonnes choses, et puis il y a des choses dont on est moins fier. Mais globalement, ce qui se passe en ce moment, c'est quand même, une fois encore, une accélération de la prise de conscience, mais hors norme. Enfin, comme je pense, on n'en a pas vécu dans le secteur, jamais. Même s'il y avait une fois encore une belle tendance, et qu'il y avait des gens plus forts que d'autres, plus conscients que d'autres. Mais là, c'est pour moi, j'ai l'impression de vivre un raz-de-marée de responsabilité. Et si je peux me permettre sur la question des stéréotypes, je pense qu'on n'est pas au début parce qu'il y a eu déjà ce travail. Il y a une grande partie du travail. Je prends le stéréotype de genre, qui était un gros sujet. Et Sylvie Pierre Brossolette avait assez justement levé la question en disant finalement les experts tels qu'ils étaient présentés dans les films publicitaires souvent étaient des experts masculins. Et elle avait même fait une analyse des films publicitaires sur une année. Je crois qu'on arrivait presque à 80% des experts qui étaient des hommes. C'est fini, ça. C'est fini. Et les analyses qui ont été faites ensuite, puisqu'une charte a été signée, les entreprises se sont engagées, et désormais, on a retrouvé l'équilibre qu'on doit avoir, parce que le problème du stéréotype, c'est pas que, et comme tu le dis, un film publicitaire, c'est court. Donc, qu'une fois, on se retrouve avec une femme qui est dans une cuisine. Il n'y a rien de choquant. Mais si systématiquement, c'est une femme qui est dans une cuisine, là, on est dans un stéréotype. Et donc, la vraie question, c'est la récurrence. Et si on est capable, et on est capable d'en prendre conscience, à ce moment-là, on change les représentations. Et on a réussi déjà à le faire sur un certain nombre de sujets. J'ai vu qu'il y avait des questions dans le fil sur l'âge, sur les questions d'âge, de représentation des différents âges dans les communications. Je pense qu'on a tous ces sujets. On est en France parfois un peu limité. On n'a pas de statistiques ethniques. Les Américains ont plus de facilité à regarder la diversité ethnique. Nous ne pouvons pas le faire. Ça ne nous empêche pas de quand même être attentifs à la diversité de la société française et être capable de la représenter sans rentrer dans des statistiques, mais en tout cas d'y être attentif. Et je crois que ça, en revanche, on peut accélérer sur ces sujets-là, oui. Il y a un sujet qui est très compliqué, en revanche, et je l'assume, c'est le sujet du handicap. On a beaucoup progressé je trouve, on a beaucoup progressé sur les sujets de diversité, de genre, et en effet, on a un sujet, et c'est un sujet dont je parle souvent avec Caroline Darmon, qui dirige la RSE chez nous, et qui est très, très engagée sur les sujets de handicap. C'est vrai que dans une publicité, dans le peu de temps qu'on a, à partir du moment où vous mettez un handicap visible dans la campagne, vous envoyez un message spécifique. C'est pas une scène ordinaire. Et c'est ça qui est très compliqué, alors qu'en réalité, dans la vie ordinaire, évidemment, ça fait partie de notre quotidien. Et c'est toute la difficulté de la représentation. C'est pour ça qu'il y a encore beaucoup à inventer, beaucoup à progresser. On est dans une démarche comme dit Gauthier Piquet, qui est le patron de l'UDECAM, on est dans une démarche de progrès continu. Après, on a des frontières, on a des barrières et des résistances, mais on en a levé déjà pas mal, et on a une génération de leaders qui, globalement, je trouve, a le bon niveau de conscience. En fait, la communication, elle est quand même, c'est un miroir de l'action, c'est un miroir d'une réalité qu'il y a. Et donc là,
En vous écoutant, je me disais, il y a vraiment un énorme professionnalisme, un développement en termes de communication responsable au travers de la création de la data, etc. Je pense qu'il faut beaucoup travailler le fond, c'est-à-dire pas seulement les mots d'amour, mais les preuves d'amour, comme tu disais, Marianne. Et c'est là où ça va changer. Et après, c'est un cercle vertueux. Plus d'actions responsables, ça aide plus d'opportunités de communication, d'inclusion, par rapport à, par exemple, le sujet de l'inclusion des personnes en situation de handicap, plus on est dans cette naturalité, dans la communication, plus ça va aussi favoriser l'action dans ce sens-là. Donc un cercle vertueux qu'il faut créer. Pour compléter ce que disait Jean-Luc Chétrit et pour terminer, parce que c'est en fait passé très très vite, mais nous sommes arrivés au bout de cet échange. Sur l'exemple que vous citiez, l'action de Sylvie Pierre Bourselette, c'est justement parce qu'il a fallu à un moment donné un coup d'accélérateur de la part d'un pouvoir public, en l'occurrence le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour amener tout le monde autour de la table pour justement rédiger et signer cette charte sur le sexisme dans la pub, qui est arrivée très tard. C'est aussi valable en matière d'inclusion, en représentation du handicap. C'est la dernière charte qui a été signée par les chaînes de télévision pour les engager toutes dans un processus plus vertueux qui avait déjà été engagé par France Télévisions dans sa programmation. Pour finir, je voudrais vous remercier. Je voudrais vous rappeler également qu'il y aura bientôt la consultation make.org pour Prisma Media. Si vous voulez faire changer la façon dont les magazines répondent à vos attentes, c'est le moment d'aller justement faire valoir cette opinion. Merci beaucoup à tous les participants de cette table ronde. Merci beaucoup, Maxime.